Merci, Monsieur le Président. Alors effectivement, nous partons aux Pays-Bas sous l'occupation allemande, mais je voudrais dire d'entrée de jeu que les Pays-Bas sous l'occupation allemande entre 40 et 45 ne nous éloignent pas tant que cela de Mauthausen, car dans l'administration civile qui est mise en place par les nazis aux Pays-Bas dès le printemps 1940 est dirigée par un commissaire du nom de Seyss-Inquartz, qui était d'origine autrichienne, et on va retrouver dans l'administration allemande aux Pays-Bas tout un groupe d'Autrichiens, avec en particulier le chef de la police, le HSSPF, pour reprendre la terminologie nazie, Rauter, qui était lui-même autrichien, ce qui explique aussi que le camp de Mauthausen est servi, n'est-ce pas, de lieu de déportation pour une partie des juifs néerlandais arrêtés en 1941 sous le terme de juifs de la Gestapo, et pour également les populations civiles qui apporteraient de l'aide aux persécutés. Alors, je vais effectivement en venir ici à l'étude de la transformation d'un témoignage du journal d'un acteur de la résistance civile, Arnold Dawes, à ses mémoires, le journal ayant été élaboré en action pendant la guerre en 1943-1944 et les mémoires 50 ans après. Alors, quelques mots sur le cadre de cette histoire et de ce témoignage. Bon, il s'agit d'un mouvement de résistance civile, c'est-à-dire d'aide aux victimes des politiques de répression et de persécution qui se développent aux Pays-Bas comme dans toute l'Europe occupée. Et le cadre, donc, c'est le village de Newland. Newland se trouve dans la province de la Drenthe, au nord-est des Pays-Bas, à une quinzaine de kilomètres d'ailleurs de la frontière allemande. C'est un village de pionniers qui a été construit sur des sablonneux et marécageux au XIXe siècle, qui a eu des activités industrielles, mais qui sont surtout devenues rurales au XXe siècle. Et qui comporte donc quelques centaines d'habitants, paysans, ouvriers, petits commerçants, se caractérisant entre autres par une mixité confessionnelle, puisqu'il y a un mélange, comme dans l'ensemble de la population néerlandaise, avec des catholiques et des protestants, lesquels sont eux-mêmes divisés entre deux églises, une église modérée, réformée modérée, calviniste modérée, et une église calviniste orthodoxe issue d'un réveil d'inspiration antilibérale du XIXe siècle. Alors, dans cette histoire de sauvetage, deux personnages sont importants, entre autres. Je ne réduis pas l'histoire des sauvetages à ces deux-là, mais ils sont plus particulièrement importants. Il y a tout d'abord Johannes Post, qui va se retrouver au cœur, entre autres, de la réflexion sur l'évolution du témoignage de Dawes. Johannes Post est un petit notable local, calviniste, appartenant justement à l'aile orthodoxe, donc antilibérale dans la conception que vous pouvez avoir au XIXe siècle, et qui occupe donc des fonctions de maire adjoint dans l'une des communes, Osteresselen, sur laquelle a été édifié Newland, qui n'est qu'une construction pionnière, et qui va devenir la grande figure de la résistance locale pendant la guerre, et à la fin de la guerre, un des responsables de la résistance nationale néerlandaise, avant de connaître une fin tragique au mois de juillet 1944. Alors Post accueille au mois de mai 1941 donc Arnold Dawes, qui va se définir lui-même comme le premier réfugié de Newland. Alors il s'agit du fils d'un pasteur calviniste, architecte paysagiste de formation, émigré aux États-Unis avant la guerre, qui revient aux Pays-Bas au moment de la déclaration de la guerre et qui fait le choix très précoce de la résistance au nazisme, ce qui le condamne rapidement à la clandestinité, en tout cas dès 1941. Alors à Newland, donc, comme dans d'autres lieux aux Pays-Bas, se mettent en place des filières de sauvetage. Dès 1941, pour les réfractaires au travail forcé que l'occupant voulait imposer d'abord aux chômeurs néerlandais ariens, puis aux juifs à partir de 1942.
Et à partir de 1942, donc, à la suite d'un entretien avec un réfugié juif, le professeur Cohen, Johannes Post va s'engager nettement, en particulier dans l'action en faveur des persécutés juifs. Et alors, du point de vue de l'histoire du sauvetage à Newland, comme dans les campagnes néerlandaises, le tournant se situe essentiellement en 1943, au moment où les occupants qui avaient libéré les prisonniers de guerre néerlandais, puisque l'armée néerlandaise avait capitulé le 15 mai 1940, envisage de réinterner ces prisonniers dans la perspective d'un débarquement sur les côtes néerlandaises. À partir de là, donc, l'opinion néerlandaise bascule en particulier dans les campagnes, la résistance civile se développe, se professionnalise, et un véritable réseau calviniste, d'inspiration calviniste, se met en place donc à Newland et assure donc le sauvetage d'une série de personnes persécutées, non seulement juives, mais également réfractaires au travail forcé, prisonniers de guerre fugitifs et également aviateurs alliés abattus. Donc on est en présence de ce qu'on pourrait appeler un pays sauveteur, qui va connaître donc une fin de guerre difficile, avec l'accentuation de la répression à partir de l'été 1944 et un dramatique hiver de la fin en 1944-1945, avant l'arrivée des Alliés, canadiens en particulier, à Newland au mois d'avril 1945. Alors, de cette histoire, Arnold Dawes a laissé effectivement deux témoignages. Un journal élaboré en action, et d'autre part des mémoires rédigées 50 ans plus tard. Alors je voudrais présenter tout d'abord le journal. Le journal d'Arnold Dawes, donc élaboré pendant la guerre, se présente de manière très discontinue du 10 mai 40 jusqu'à l'hiver 42-43, et il n'acquiert ensuite un caractère de continuité dans la rédaction qu'entre le mois de juin 1943 et le 18 octobre 1944, date de son arrestation, puisqu'il est à ce moment-là arrêté par l'ESD. Donc cela correspond, si vous voulez, la période de la rédaction en continu correspond à l'apogée des opérations de sauvetage à Newland. Alors, la consultation de ce journal nous donne des indications précises sur la manière dont il est rédigé. Dans la clandestinité, évidemment, Dawes n'est pas libre de rédiger chaque jour des entrées du journal, donc il procède, comme il en témoigne dans son journal, à des mises à jour successives, le 20 août, le 8 septembre, le 24 septembre, le 15 janvier, le 14 mars, le 27 avril et le 31 mai, et dans l'intervalle, donc, il dissimule ses écrits dans le jardin d'un particulier, le document est enterré, ce qui parfois d'ailleurs pose des problèmes pour sa conservation. Donc il y a un travail de rédaction en action. Quels sont les thèmes que développe ce journal? On est en présence, pendant la guerre et pendant la résistance, d'une relation tout à fait minutieuse, d'une action au quotidien dans la résistance qui mêle action de sauvetage, donc dans ce qu'on pourrait appeler une résistance civile, et action de résistance armée. Alors, dans son journal, Dawes met bien en évidence le rôle de Post, comme chef de la résistance locale jusqu'à son départ de Newland en 1943. Il met aussi en évidence l'importance des prédications des pasteurs qui ont une évidente influence sur la population civile. Une grande partie de ses écrits concerne l'accueil des réfugiés, accueil des réfugiés qui nécessite la mise en œuvre d'un service de faux papiers et de cartes d'identité. Et il décrit donc précisément les différentes catégories de réfugiés, juifs. À partir de 1943, ce sont essentiellement, donc, puisque les juifs ont été concentrés à cette date aux Pays-Bas dans le ghetto d'Amsterdam, ce sont des juifs qui sont retirés du ghetto au cœur du processus génocidaire pour être dispersés dans les campagnes et en particulier à Newland. Mais à côté des juifs, il parle aussi des réfractaires au travail forcé. À l'été
l'automne 1944, il a des développements assez importants sur les prisonniers de guerre fugitifs d'Allemagne qui arrivent aux Pays-Bas, prisonniers de guerre soviétiques et français qu'il faut également prendre en charge et cacher. Et il a aussi des développements assez importants sur les aviateurs alliés abattus. Alors bien sûr, ces populations participent à une résistance civile et à l'accueil de réfugiés, mais elles sont aussi confrontées aux craintes de la répression, puisque, n'est-ce pas, à Nuland, on est à côté, à une quinzaine de kilomètres de l'Allemagne, et par ailleurs, aux Pays-Bas, les Allemands sont en force, avec aussi le relais de collaborateurs locaux. Il y a une formation nazie, le NSB, qui collabore entièrement avec les occupants, donc la crainte de la répression n'est pas vaine. Il y a aussi la réalité de méfiance à l'égard des étrangers, le poids de l'antisémitisme, que Dawes met très bien en évidence, qui n'exclut pas l'aide apportée aussi aux persécutés juifs, les réticences à l'égard des adolescents, toujours difficiles à gérer, qui sont le fait des populations d'accueil, mais il y a aussi des problèmes inverses. Dawes cite en particulier le cas d'un père d'accueil tombé amoureux d'une de ces réfugiés qu'il faut lui soustraire. Donc problème du point de vue des populations d'accueil, mais problème aussi du point de vue des populations accueillies, car ces réfugiés sont, pour un grand nombre d'entre eux, en particulier les juifs originaires des villes de l'ouest du pays, et le monde urbain aux Pays-Bas représente un monde qui est complètement différent du monde rural, donc il y a des différences sociologiques et de mentalité qui posent la difficile gestion de ces accueils. On est parfois surpris par les exigences que peuvent avoir des personnes persécutées, même en période de guerre et lorsque leur existence est mise en cause, qui ne sont pas très différentes de celles qu'auraient des touristes difficiles à gérer aujourd'hui. Il y a des personnes au caractère difficile aussi, et puis alors il y a le poids. Il y a le poids des difficultés psychologiques qu'engendre sur les personnes persécutées et déplacées la répression dont elles sont victimes, à l'origine de frictions permanentes et de changements aussi de domicile qu'il faut gérer par les acteurs du refuge. Alors Dawes va développer des méthodes d'ailleurs assez brutales dont il ne se cache pas et qui rendent ses interventions toujours plus délicate. Alors à la fin de la guerre également, donc à partir de l'été 1944, Dawes met bien en évidence dans son journal l'ampleur de la répression et les mouvements de panique dans les populations d'accueil au regard du développement de cette répression, alors que justement les gens qui avaient jusqu'alors accueilli des réfugiés voudraient s'en débarrasser. Bon, le journal prend fin le 18 octobre 1944, jour de l'arrestation de Dawes par le SD, qui va d'ailleurs échapper de peu à l'exécution au mois de décembre 1944. Alors ce journal a été dactylographié simplement et déposé en l'état au NIOD, le centre de documentation sur la Seconde Guerre mondiale, à Amsterdam. Alors, après avoir rédigé ses mémoires, son journal pendant la guerre, Dawes va épouser en 1946, après la guerre, une juive qu'il avait d'ailleurs accueillie à Nuland. Il émigre ensuite en Afrique du Sud en 1947, puis en Israël avec sa famille en 1956. Il divorce ensuite et rentre aux Pays-Bas en 1984, où il terminera sa vie jusqu'à sa mort en 1999, occupé en particulier à la rédaction de ses mémoires. Alors, pendant qu'il séjourne effectivement à Utrecht, Dawes s'engage dans la rédaction de mémoires
en prenant aussi appui sur les membres de sa famille qui l'aident dans cette entreprise et qui lui permettront donc d'achever ce travail, d'achever ce travail après sa mort en 1999. Alors les mémoires se présentent sous la forme d'un texte comportant 31 courts chapitres, d'une demi-page à quelques pages. Il s'agit de courtes scénettes généralement non datées ou très sommairement datées, où le plaisir du récit de l'anecdote est évident, permettant à la verve et à l'ironie du témoin se développer, malgré le tragique de la situation des événements relatés. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est d'opérer des comparaisons entre le journal et les mémoires. La première différence essentielle dans les mémoires, c'est la rupture, c'est la rupture avec la temporalité oppressante et harassante du journal, n'est-ce pas ? Dans les mémoires, donc, Dawes construit son récit à partir d'anecdotes. Anecdote assez intemporelle. Il y a là une rupture complète avec la datation qui était faite dans le journal, qui évidemment rend l'histoire accessible aux lecteurs initiés, aux lecteurs non initiés, et qui évidemment montre aussi les raisons par là même du succès de la littérature testimoniale. Alors, il y a, par-delà cet aspect, d'autres différences sensibles avec le journal, qui sont intéressantes du point de vue de l'étude de l'évolution du témoignage. Il y a tout d'abord une insistance apportée à la défense de la mémoire de son ami Johannes Post, qui est présenté dans les mémoires comme un héros admirable, mais trahi par ses compatriotes, et engagé dès 1941 dans le sauvetage des Juifs. Alors, effectivement, il faut revenir à ce propos sur l'état d'esprit de Post à la fin des années 1980, au moment où il va rédiger ses mémoires. On dispose d'un texte dactylographié de janvier 1988, dans lequel justement il dénonce ce qu'il appelle le syndrome du Es ist nicht wahr, ça n'est pas vrai, syndrome de ce qui constitue pour lui la négation des crimes nazis. Il s'en prend à la remise en cause du rôle de Johannes Post dans la Drent. Johannes Post, qui est présenté désormais comme un homme quelconque et sans relief particulier, et contre ce, entre guillemets, révisionnisme, Dawes donc entend défendre la mémoire de son grand ami. Bon, en fait, il y a par-delà ces débats une controverse historiographique aussi qui commence à se dessiner, car effectivement, l'histoire de Post avait d'abord été racontée par un premier ouvrage paru en 1948, dû à un auteur qui s'appelait Anne de Vries, et qui avait pour titre Le roman de la vie de Johannes Post, et qui est un récit hagiographique. Mais le point de vue défendu par Anne de Vries en 1948, qui faisait donc de Post un héros surhumain de la résistance, a été remis en cause, d'ailleurs en partie à la demande de la famille même de Post, par des recherches qui ont été conduites justement dans les années 80 et 90 et qui aboutissent donc en 1995 à la publication d'une biographie scientifique dû à un certain Gert Oving, qui publie donc ses travaux en 1995 et qui opère une révision du rôle de Post, que je développerai dans la version écrite définitive de cette communication, n'est-ce pas, mais qui tente à rétablir la vérité sur la base d'un travail historique qui contribue à croiser les témoignages entre eux et à croiser les témoignages avec les sources écrites disponibles, et qui remet évidemment en cause cette dimension mythique et légendaire que Post, que Dawes a continué à vouloir malgré tout défendre. Alors, autre différence essentielle, j'ai encore... Oui, c'est 5 minutes pour D'accord. Autre différence essentielle, j'aurai le temps de développer un deuxième point et de conclure. Autre différence essentielle, c'est le judéocentrisme
de l'histoire des sauvetages qui apparaît dans les mémoires en rupture avec le journal. Car effectivement, de manière très remarquable, dans les mémoires, donc rédigées avec l'aide des siens 50 ans après les faits, des accents très sensiblement accentués par rapport au journal sont mis sur le sauvetage exclusif des Juifs. Dans le paragraphe 8 des mémoires, lorsque Post fait ses adieux à Dawes à Newland à l'été 43 et lui confie la suite de la conduite de l'opération, il lui dit j'avais dit à l'avance à Johannes Post que je ne voulais m'occuper que des Juifs, car les non-Juifs trouveraient bien une place de toute façon. Donc, en fait, par rapport au journal, les événements de la guerre et l'importance relative de chacun d'entre eux se trouvent ainsi réévalués en fonction des connaissances et des expériences acquises par Dawes après 1945, mais dont il ne disposait pas au moment de la rédaction du journal. Et alors que dans son journal, Dawes ne parle que du seul camp de transit de Westerbork, qui se trouve non loin de Newland. Il écrit significativement dans ses mémoires, je le cite, chapitre 13, « Tant que les Boches auront de la place à Auschwitz, nous aurons de la place à Newland ». Propos donc qui traduit toute la place occupée désormais par Auschwitz dans leur représentation du système concentrationnaire et d'extermination nazie, mais qui n'était pas du tout présent à l'esprit du jeune clandestin de 43-44.